Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Traits, une commune des Bouches-du-Rhône de 10 600 habitants, située dans la haute vallée de l'Arc, au pied de la Sainte-Victoire, du mont Aurélien, du mont Olympe et de la chaîne du Régagnas. La commune de Traits est connue pour ses vignobles, mais également pour ses maintenances et traditions de la culture provençale. Aujourd'hui, je vous proposerai de découvrir le patrimoine culturel et historique de la ville au travers de son église du IVe siècle, son château du XIIe siècle et ses ruelles médiévales. Et j'ai le plaisir de vous laisser avec M. Van Host qui va vous faire découvrir notre cité. Bonjour, alors nous nous trouvons ici devant la mairie actuelle qui a une très longue histoire. Ici, c'était autrefois le quartier de Clastres. Alors comment est né ce quartier de Clastres? Au XIe siècle, quand les Sarrasins ont été chassés de la Provence, les religieux de Saint-Victor et les seigneurs ont voulu s'implanter ici. Pour trois raisons. La vue s'étendait jusqu'à la Sainte-Victoire, la plaine de l'Arc est fertile et facile à travailler, et surtout, une source inépuisable coule à proximité. Toutes les conditions sont réunies pour asseoir ici le pouvoir pour 7 siècles. Les seigneurs, eux, vont édifier à ma droite, donc à l'ouest, ce grand bâtiment qui leur servira de résidence, mais qui servira aussi ultérieurement à des dignitaires religieux et quelque chose de plus original, en 1363, le pape Urbain V installe ici à Traits, dans ce bâtiment, un studium papal. C'est-à-dire c'est une école conventuelle, une espèce de collège supérieur qui prépare les étudiants aux grandes universités. En 1792, après la Révolution, l'ensemble des bâtiments est inscrit sur la liste des biens nationaux. Et c'est la communauté qui achètera l'ancien prieuré pour en faire ce qui est aujourd'hui la mairie. On imagine bien que depuis 1056, la mairie a subi de multiples rénovations, restaurations et aménagements. De l'extérieur, on ne peut pas voir que c'est un bâtiment qui est aussi vieux, mais il subsiste quand même des témoignages dans l'architecture à l'intérieur de la mairie. Alors, nous voici maintenant dans la Carrera Judaica, devenue ultérieurement rue de la Juiverie, puis rue de la Synagogue et aujourd'hui rue Paul-Bert. Alors, synagogue, pourquoi? Il faut remonter en 1182, lorsque les Juifs ont été chassés du royaume de France. Les comtes de Provence, plus tolérants, ont bien voulu les accueillir dans quelques villes de la Provence, notamment Carpentras, Cavaillon, Draguignan et Traits. Et à Traits, en particulier, les seigneurs ont pris sous leur protection la communauté israélite. Il leur a permis d'avoir une synagogue, d'avoir un cimetière hébraïque et d'avoir des œuvres. Et tout s'est très bien passé entre les Juifs et les habitants de Traits. Alors, la synagogue, la mémoire, la tradition voudrait que ce soit ce bâtiment, ce très beau bâtiment, qui est d'ailleurs classé au monument historique depuis 1926, comme maison du XIIe siècle romane, ancienne synagogue. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais des doutes ont toujours existé. Est-ce que c'était bien là la synagogue? Des fouilles importantes ont eu lieu en 2008-2009 et ces fouilles n'ont pas pu prouver que c'était la synagogue qui était là autrefois. En particulier, les bains n'ont pas été trouvés et l'inverse n'a pas pu être prouvé non plus. Mais ces fouilles ont été faites dans tout le quartier. Les archéologues ont trouvé des choses très intéressantes qu'on ne connaît pas encore tout à fait, mais qui amèneront à réviser notre connaissance de l'histoire du Vieux-Traits.
Nous voilà maintenant sur la Platea Fori, l'ancienne place du marché. Mais là, je voudrais vous parler de l'appaillage qu'on a pratiqué à Trets comme dans toute la Provence. Les habitants des rues et des places allaient cueillir et ramasser sur les terrains incultes la bauque, c'est-à-dire une herbe qui pousse en abondance sur les terrains arides. Et avec cette bauque qu'ils déversaient sur les places et dans les rues, ils faisaient un épais tapis. Ce tapis semblait très accueillant au début, mais rapidement, il changeait de nature. Car, et c'était une obligation, les gens jetaient de leurs fenêtres leurs eaux de vaisselle, les reliefs de leurs fruits, et puis, pire encore, le contenu de leurs tinettes. Alors, c'était là, en fait, le but de l'appaillage, préparer un fumier qui serait toujours à disposition pour enrichir les terres dans la plaine. Alors, impossible, bien entendu, d'interdire cette situation, mais un acte de police du 2 février 1554 va essayer de réglementer. Il sera prohibé à tout habitant, sous peine de 5 sols d'amende, de jeter dans la rue quoi que ce soit, sans avoir crié au moins 3 fois « Gare, gare, gare ». Quelqu'un qui passait et qui entendait cette injonction avait intérêt à se mettre vite à l'abri s'il ne voulait pas recevoir sur la tête une manne qui n'avait rien de céleste. L'église de Trets, l'église Notre-Dame de Nazareth, bénéficie actuellement d'une restauration d'ampleur, intérieure et extérieure. Et il y a eu des agrandissements tout au long de son histoire. L'histoire de l'Église commence au IVe siècle avec un prieuré paléochrétien qui serait derrière moi. Ce prieuré paléochrétien durera environ 600 ans avant d'être agrandi. En l'an 1000, donc, l'Église est dans les possessions de Saint-Victor. Et après cet an 1000, l'Église va subir une désertification. Les gens n'y viendront plus. Elle sera ruinée complètement. Il faudra attendre le début du XIVe siècle pour qu'elle soit reconstruite et agrandie naturellement. Au XVIe siècle seulement, un clocher monumental sera ajouté. Ce clocher sera bâti au-dessus de la chapelle Saint-Jean. Alors l'église a été classée dans son ensemble en 1945, mais elle contient aussi de nombreux objets classés qu'on ne peut malheureusement pas voir aujourd'hui. Lorsqu'on pénètre dans l'église maintenant par l'ouest, on est tout de suite pris par la beauté du chœur. Ce chœur qui est dû à un sculpteur né à Trets, Christophe Verrier. Cette œuvre de Christophe Verrier représente dans son haut relief l'Annonciation faite par l'ange Gabriel à la Vierge Marie sous une évocation de Dieu le Père, et il y a des angelots qui sont là. Et l'évocation de Dieu le Père est dans des rayons de soleil. Cette œuvre, ce haut relief est complété en dessous. Il y a le tabernacle, et de part et d'autre, nous avons 2 panneaux en marbre blanc avec de très fines sculptures. À gauche, c'est la Seine, et à droite, c'est le repas des pèlerins d'Emmaüs. Le château, qu'on appelle aujourd'hui château des Remparts, a été édifié au sud-est de la ville médiévale par un seigneur Geoffroy ou un seigneur d'Agout. Au début, à sa construction, il s'agit d'un château fort avec des éléments de défense qui restent encore, d'autres ont disparu, des créneaux par exemple. Les éléments de défense qu'on peut encore voir, ce sont des machicoulis dans une bretèche qui était destinée à bombarder, disons, avec des pierres des assaillants éventuels qui arriveraient jusqu'à la porte, ou à verser de la poix bouillante ou des liquides bouillants. Alors nous avons aussi des restes d'archères, des archères à fente simple,
Et donc au début, quand le château a été construit, il y avait des créneaux au sommet du donjon. Et ces créneaux ont disparu parce que les seigneurs suivants, successifs, à partir du XVe, XVIe siècle, ont transformé le château fort en résidence. Et il appartiendra longtemps à la famille des De Foresta. Alors en Provence, la fontaine a toujours représenté un élément vital du paysage parce qu'elle répond à tous les besoins d'une famille qui n'ont pas l'eau dans la maison. Alors l'eau de la fontaine va servir à cuire les aliments, évidemment à faire sa toilette et éventuellement à laver les planchers. Alors la fontaine est un maillon essentiel de tout un système. L'eau arrive par un drainage venant d'une source assez lointaine. Elle est conduite dans le fût. Ici, le fût, c'est un obélisque. L'obélisque, pour faire beau sur certaines fontaines, est coiffé d'un chapiteau. Et le chapiteau lui-même surmonté d'un acrotère. En Provence, souvent, les acrotères sont des pommes de pin. Ici, c'est un cylindre. Alors, l'eau est distribuée aux gens qui viennent la chercher par des canons qu'on appelait autrefois des serves, parce que c'est là qu'on se servait l'eau. Et ce n'est pas terminé, les eaux de surverse allaient vers un lavoir qui était où il y a actuellement la boulangerie, et ces eaux de surverse servaient pour la bugade, c'est-à-dire que les femmes venaient faire leur lessive. Et ces eaux de lessive étaient encore recueillies pour aller arroser les plantations dans la plaine qui autrefois commençait juste là. Alors la fontaine, en plus d'être cet élément vital, était aussi un lieu de rencontre. Tous les gens du quartier se croisaient près de la fontaine avec son broc ou son pichier ou son seau et là entamaient des discussions en attendant que ce soit leur tour de prendre l'eau. Alors évidemment on évoquait les mariages, on évoquait les décès, on évoquait les naissances, les querelles de ménage et les basarettes s'en donnaient à cœur joie. Alors nous avons évoqué le passé de Traits et en particulier le passé médiéval. Quelquefois nous sommes passés un peu vite, mais si vous avez l'occasion de venir à Traits, si notre entretien vous a donné envie de le découvrir, vous serez très bien reçu à l'Office du tourisme.